je n'ai pas pu, je n'ai pas su être peintre. Et donc, je suis devenu médecin. Mais par contre, j'ai été amoureux de la peinture depuis toujours. Et l'émotivité qui me caractérise m'a permis d'aimer la peinture. Ça m'a souvent gêné dans mon travail de médecin. Mais ça m'a permis d'aimer la peinture. Et alors, je vais essayer de présenter ce que pour moi a été la peinture à plusieurs niveaux dans ses relations avec la mémoire. Alors, je vais essayer de me débrouiller avec ça pareil. Je n'ai pas mes petites filles pour m'aider là. Oui. Effectivement, la peinture, ça commence par de la perception. Mais que veut dire la perception s'il n'y a pas une émotion profonde? Et cette émotion va convoquer en nous de multitudes de souvenirs, d'histoires au pluriel, d'histoires. Mais aussi, et ça va être le premier point de ce que je vais essayer de dire, la peinture sert souvent de repère fondamental dans l'histoire avec un grand H. La nuit du 2 au 3 mai 1808, la soldate napoléonienne massacre 400 Espagnols sous l'autorité prestigieuse de Murat. Et alors, Botero, dont je vais parler, a évoqué ceci. Et je vais essayer de dire de la même façon que lui, qui se souviendrait de cette nuit du 2 au 3 août. Mais, pardon. Alors là, j'irai interroger mon analyse pour savoir, j'ai transformé le mai en août, mais c'est une question qui me concerne. Otto Dix, engagé à 23 ans dans la der des der, disait-on. Je reviens à cette fabuleuse œuvre d'Orlan. Rappelez-vous, l'origine du monde et l'origine de la guerre. L'origine de la guerre, c'est la testostérone, c'est la bandaison. Et alors là, il a su, lui qui était un soldat remarquable, qui a fait, disaient ses généraux, une belle guerre, lui a su dénoncer l'animalité, l'horreur, les gaz. Première fois qu'on utilisait cette arme d'une lâcheté inouïe, qui ne présente pas son visage quand elle le tue. Guernica. Que dire? Peut-être ce que disait Botero. Qui se souviendrait du massacre, de l'horreur de Guernica si Picasso ne l'avait pas ainsi magistralement inscrite dans l'histoire? Zoran Music. Zoran Music, slovène, pris dans une mauvaise aventure, on lui donne le choix entre s'engager dans le Waffen-SS ou aller à Dachau. Il a préféré Dachau.
il a eu le numéro 128-31. Il a produit plus de 200 dessins pour montrer toute cette horreur. Combien l'homme cultivé peut devenir animal. Je parlais de Botero. En 2004, il est dans un avion et l'hôtesse lui donne un journal, le New Yorker, je crois. Et ce journal montre des photos de torture par les Américains, de torture hors de l'État d'Amérique. C'est ça le génie hypocrite des Américains. Pas de torture sur notre sol, mais de la torture ailleurs. Et ceci nous renvoie à l'éternelle horreur de la torture, mais plus précisément ce qui s'est passé au moment de la guerre en Irak, où des hommes ont été humiliés, pendus, blessés, battus. Voilà pour la grande histoire, quelques exemples, il y en a des milliers. Dans un registre plus joyeux, je ferai référence à la gare des Michards, qui a structuré mon enfance et mon adolescence, et au projet et au portrait, voilà encore un lapsus, projet-portrait, au portrait de Madame de Récamier. Quelle émotion sensuelle! Mais je n'irai pas plus loin. Père de la mémoire est resté artiste. Un seul exemple, celui-ci. Vous allez savoir pourquoi je vous montre une image de scanner. Un accident vasculaire cérébral, un certain degré d'atrophie dans la région frontale. Il s'agissait de qui? Il dit « Dove la sinistra ?» C'est Fellini. Fellini, amoindri dans ses fonctions cognitives, a continué à être un artiste. D'autres exemples, je vous pourrais parler de Ravel, mais on en est au niveau de la peinture. C'est une toute autre histoire, Ravel. Père de la mémoire et continuer à peindre. Et on verra l'inverse. Perdre la mémoire et continuer à peindre. Alors, tu m'excuseras, Vincent, c'est pas un grand peintre, Carolus Horn, mais ça a été un grand dessinateur qui a fait les publicités de la marque Opel pendant des années. Et progressivement, il s'est senti atteint par cet abîme du sujet qu'est la maladie d'Alzheimer. Et au début, il y a simplement cette impression bizarre que quelque chose ne va pas. Et alors, il s'était retiré et il est devenu peintre du dimanche, on pourrait dire, avec l'obsession du pont du Rialto. Alors ça, c'est une croûte infâme. Pour moi, ça peut plaire beaucoup, qui est assez exact. Et là, au début, il faisait que se plaindre de sa mémoire, mais ensuite, il a eu vraiment une maladie débutante, mais on remarque que c'est un petit peu plus vivant. Puis la maladie a évolué, on voit apparaître de la couleur. La perspective se déstructure un petit peu. La maladie devient sévère et on voit de la couleur et on voit, je pense que c'est là qu'on met la flèche, non ? On voit la répétition d'un motif qui est celui de la fenêtre. Les neurologues peut-être ici présents ou les neuropsychologues comprendront que ça c'est un signe d'atteinte de la partie antérieure de notre cerveau. Et là, à la fin, la maladie était sévère. La couleur est violente, beaucoup plus violente. La répétition du motif devient insistante. Les animaux ont des visages d'hommes,
Mais à tout choisir, quelle peinture préfère-t-on? Celle de l'homme ayant encore la maîtrise de sa cognition, ou celle de cet homme en fin de maîtrise et qui produit quelque chose d'aussi vivant que cela. Un autre exemple, Uther Mollen, qui était un des grands artistes à la mode à l'époque, au moment du mouvement pop art, une peinture pleine de mouvements, de couleurs. Sa mémoire baisse, une consultation médicale lui annonce brutalement à l'américaine qu'il a une maladie d'Alzheimer. Et alors il demande à sa femme de conserver tout ce qu'il va peindre à partir de ce moment-là, de ce moment primordial de l'annonce du diagnostic. Et voilà, il prend la décision de ne faire que des autoportraits. On voit d'abord une permanence du portrait le plus accessible picturalement jusqu'à la fin où tout se déstructure. On voit la permanence de quelque chose qui m'a frappé, et qui m'a frappé récemment quand j'ai repris ces photos. C'est la permanence du regard, la permanence des deux yeux, pleins d'inquiétude, d'angoisse, et puis se limitant à deux cercles rouges. Ça, c'était son autoportrait quand il a su qu'il était malade. Voilà ce qui se passait à la fin, mais on voit toujours la permanence des deux yeux. C'était le deuxième exemple. Le troisième exemple, c'est celui de William de Kooning. Vous le savez, ça a été un peintre magnifique. Magnifique de mouvements, de couleurs, de violence. Sa peinture était vraiment très frappante. On voit le corps déstructuré, violenté par les couleurs, par les traits. Et alors, ce peintre a été progressivement atteint de maladies de la mémoire. Et là, il s'est mis à continuer à peindre. Et ce que l'on remarque, c'est que sa peinture est devenue plus sereine, moins violente, les couleurs moins accusées, moins criantes. Et malgré sa maladie, il a été extrêmement productif. Plus de 200 tableaux, un par semaine. Voilà un autre exemple. Voilà sa photo en train de peindre dans ce qui pourrait laisser penser à une certaine sérénité. Mais lorsqu'hier, je parlais de l'équilibre de Picasso, Vincent m'a très justement corrigé en me montrant que ce n'était pas aussi simple que cela. Alors, maintenant, c'est l'inverse. Perdre la mémoire et découvrir la peinture. Deux exemples. Deux exemples de patients que j'ai eus. PL, 62 ans, médecin psychiatre, en invalidité depuis l'âge de 56 ans, début des troubles à 55 ans. Et d'ailleurs, nous étions présents, mon épouse et moi-même, lorsqu'on a été un peu interpellés, lorsque ce garçon, qui était tout à fait original, mais qui rentrait quand même dans un cadre rationnel,
au cours d'une promenade sur des montagnes élevées, loin. On l'a vu ramasser des cailloux absolument quelconques, au point d'avoir une charge extrêmement pénible à la fin du voyage. Ça nous avait interpellés. Et ensuite, il est devenu apathique, il s'est mis à collectionner n'importe quoi, il s'est mis à collectionner ce qu'on appelle dans le Languedoc les escoubilles. Et il avait une maison avec des caves voûtées. Il y avait peut-être, je ne sais pas, 600 ou 700 mètres de caves voûtées. Il les a remplies d'escoubilles. Mais là, quand il a été mis en invalidité, cet homme qui n'avait jamais peint, jamais dessiné, s'est mis à peindre, mais uniquement des icônes. Et puis, la maladie a évolué, ça s'est déstructuré. Et il y a comme une espèce de mouvement vers l'abstraction. C'est mon premier exemple. Le deuxième exemple est un homme qui avait passé toute sa vie professionnelle en étant réalisateur de films sur la chasse et la pêche. Il est devenu malade, ne pouvant plus faire grand-chose que peindre. Il n'avait jamais peint. Et il s'est mis à dessiner et à peindre des portraits de sa mère. Alors là, c'est quand même fort. Il n'avait jamais dessiné. Ensuite, il est passé à l'huile. Et on a exposé d'ailleurs à la faculté de médecine ces tableaux. Et à la fin, ça se déstructure. La mer s'efface. Pour terminer, je dirais que qui mieux que lui a pu parler de la mémoire? Le tableau s'appelle « La mémoire ». Il en a fait plusieurs. C'est celui-ci que je préfère. Et alors, mon émotion, après ma perception et mon intellectualisation après, m'a permis d'y trouver un certain nombre de choses que je peux partager, mais je pourrais aussi partager ce que vous y avez vu, vous. Il y a un rideau qui cache une partie de l'horizon. La mémoire est faillible. Et puis surtout, elle le travestit. On est dans la fiction quand on se souvient. Et je prendrai la citation de Nietzsche qui disait « Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations ». Et alors ce rideau, pour moi, c'est ça. Il y a une feuille qui est tombée, que le vent a arrachée à un arbre. Pour moi, mais pour moi peut-être seulement, c'est le passage du temps. Cette mémoire qui, d'année en année, va s'affaiblir. La seule façon de la consolider, c'est de la travestir. La seule façon de garder des souvenirs, c'est d'en faire des mensonges. Et alors, il y a la blessure. Ça pour rappeler que
à la fois la peinture, mais aussi ce souvenir est parfois extrêmement douloureux. Et alors vous voyez dans ce tableau, il y a une sphère fendue. Je n'ai rien pu associer à cette sphère fendue. Par contre, en lisant des écrits, j'ai su que pour lui, c'était le signe du danger. Et dans plusieurs tableaux, on retrouve ces sphères fendues comme étant pour lui le symbole du danger. Alors, pour vraiment conclure, je vais reprendre quelque chose qui a été dit hier. Nul n'a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé, que pour sortir, en fait, de l'enfer. Je vous remercie.